Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 27 mai 2020. Ce cours s'adresse aux élèves de première SP SVT. Nous sommes dans le chapitre 14 que nous allons terminer. Je commence en vous donnant quelques pistes au pluriel pour le DM6 par rapport au retour que j'ai eu. Donc soyez un petit peu plus synthétique sur l'exploitation des documents, mais également plus précis si possible, avec des valeurs chiffrées, bien choisies, des lieux géographiques précis et bien choisis. Ensuite, il faut rajouter des mots-clés du cours. Si vous avez le temps, vous pouvez les souligner. C'est pas mal parce que ça permet au correcteur de les visualiser. Et n'oubliez pas de faire un bilan et une réponse claire à la question posée, donc votre déduction. Si je fais un bilan du chapitre 14, c'est le programme. Notion d'écosystème avec biocénose, biotope en interaction. La question de la valeur sélective, c'est-à-dire la valeur évolutive et la potentiel reproducteur des différents partenaires est intéressante avec les différentes interactions comme la compétition, l'exploitation comme la prédation et la coopération entre différentes espèces possibles, exemple de la symbiose par exemple. Les interactions structurent l'organisation, l'évolution et le fonctionnement de l'écosystème, avec ces notions de production, de flux de matière, de réservoir, ces notions qui sont également associées de producteurs, de consommateurs, hétérotrophes, autotrophes, ces notions-là. Ensuite, les êtres vivants et les écosystèmes peuvent être vus dans le cadre plus global de notre planète, avec l'ensemble des cycles biogéochimiques, pour lesquels ils interviennent de façon tout à fait primordiale, avec des entrées et des sorties de matière, ça va être de matière carbonée, de l'oxygène, de l'eau, etc. Et enfin, on peut avoir des perturbations qui sont hors activité humaine, et ces perturbations vont être plus ou moins réversibles en fonction de la résilience des écosystèmes et de la force de ces perturbations. C'est donc des équilibres dynamiques en perpétuelle évolution que sont les écosystèmes. Alors évidemment, là on va s'intéresser plus précisément aux activités humaines et à cette relation entre l'homme et son environnement. La crise sanitaire met en lumière des impacts étonnants, notamment sur la santé de notre société et du fonctionnement économique de notre société. En particulier, faire une association entre déforestation et maladies émergentes, voilà ce que vous pourrez aller explorer du côté de cet article du Courrier international. La fragmentation du couvert forestier, c'est-à-dire le découpage des forêts pour faire des axes routiers par exemple, est en train de provoquer une recrudescence du palu. Ces espaces ouverts sont plus favorables à la formation de poches d'eau où se reproduisent les moustiques qui vont transmettre la malaria, le paludisme, aux exploitants agricoles, notamment d'huile de palme. Chapitre 15, il s'intitule les services écosystémiques. Alors aujourd'hui, nous terminons le cours de cette année. Il y aura, je vous le dirai à la fin, quelques éléments pour les séances qui vont suivre. Les écosystèmes sont des constructions de la nature, donc en équilibre dynamique, ces constructions soumises à des perturbations, potentiellement elles ont une résilience, sauf certaines perturbations sont irréversibles, mais globalement, les humains ont colonisé à peu près tous les écosystèmes terrestres et la plupart du temps pour les exploiter. Les écosystèmes nous rendent de nombreux services, parmi lesquels on peut simplement citer évidemment l'apport, l'approvisionnement en nourriture. Mais est-ce que l'on pourra profiter de ces services rendus par les écosystèmes de façon durable et sans détériorer de façon définitive notre environnement? C'est la question de ce chapitre. Alors, je place ici deux infographies intéressantes entre la logique égo et la logique éco, où on va placer l'homme, d'ailleurs l'homme et la femme, avec une hiérarchie, et puis cette logique écologique,
On verra un petit peu de quoi il en retourne. Les relations entre l'homme et son environnement, on va faire un petit peu de philosophie et d'éthique écologique ici. Alors, l'espèce humaine est en interaction avec de très nombreuses autres espèces, les animaux domestiqués qui nous viennent à l'esprit, les plantes cultivées, les espèces qu'on va exploiter, comme les arbres pour la construction, les insectes qui favorisent l'agriculture, mais il y a évidemment également le microbiote intestinal et les espèces commensales, c'est-à-dire les espèces bactéries et puis eucaryotes qui se trouvent sur la peau, les muqueuses. Et eh bien, nous sommes au contact en permanence de très nombreuses espèces, même si notre société très aseptisée tente à nous éloigner des animaux et des espèces qui nous entourent. Les écosystèmes procurent de nombreux services écologiques. Certains sont vitaux, notamment pour la vie, la pollinisation, et sont généralement classés comme biens communs ou biens publics. Et l'espèce humaine va se positionner par rapport à ces écosystèmes qui lui rendent service. Donc depuis très longtemps, on a des éthiques de l'homme dans la nature, soit c'est l'être humain au-dessus des autres, voilà, c'est la logique, l'éthique anthropocentrée, l'homme maître et possesseur de la nature est un instrument pour l'homme qui est une fin, et les impacts sont nécessaires et justifiés, il ne faut pas être trop cruel, parce que ce n'est pas éthique, mais on peut exploiter, il faut exploiter. Les espèces et les biocénoses. Dans les années 50, le XXe siècle a été un siècle de révolution idéologique tout à fait intéressant. Les humains se placent en espèces au milieu d'autres espèces dans une logique écologique de l'agroécologie, une logique écocentrée, où les espèces sont interdépendantes et l'humanité est en interaction et bénéficie des autres espèces et des écosystèmes qui l'entourent. Alors, on peut avoir un impact, mais il faut essayer de protéger au maximum les processus écologiques. Et puis, dans les années 70, on a supprimé dans cette représentation on a supprimé les traits qui indiquaient les interrelations pour avoir une logique biocentrée et placer les espèces toutes sur le même pied d'égalité, au même rang. Parce que d'une certaine manière, le fait qu'il y ait une interdépendance ne supprimait pas toute hiérarchie entre espèces. Et finalement, ici, là, dans cette logique de biocentrée de Arne Naess, eh bien, les espèces sont égales et indépendantes. Elles livrent toutes le même combat pour survivre, pour se perpétuer, et finalement, les humains n'ont pas le droit d'attaquer la biodiversité, sauf pour leurs besoins vitaux. Aujourd'hui, donc, après la crise du Covid-19, ces services écosystémiques, qu'est-ce qu'il faut en entendre? Alors, évidemment, vous savez qu'on est dans une société économique, et voilà, est-ce que l'on est anthropo, écocentré et biocentré? Vous vous doutez qu'on est anthropocentré, économico-centré maintenant, avec des notions d'évaluation qui interviennent de plus en plus, évaluation de la biodiversité, et des services fournis par les écosystèmes, services économiques fournis par les écosystèmes. Et c'est une vision qui, sous couvert de protéger l'environnement, est aussi une vision utilitariste. Depuis Aristote, on exploite et on justifie économiquement le fait de protéger certains lieux pour en détruire d'autres. Donc l'espèce humaine affecte le fonctionnement de la plupart des écosystèmes en exploitant des ressources, en modifiant le biotope local ou global. Notamment, on parle de réchauffement climatique, mais on évoque un petit peu moins l'introduction d'espèces invasives qu'on introduit également tout simplement parce que c'est des belles orchidées, ça fait plaisir à la fête des mères ou des choses comme ça. On a introduit par le commerce, par les échanges commerciaux, de plus en plus d'espèces qui n'ont rien à faire dans certains lieux et qui vont perturber les écosystèmes qui étaient, même s'ils sont en équilibre dynamique, qui étaient
qui pouvait être relativement stabilisé. Ce sont le réchauffement climatique et les introductions d'espèces invasives, ce sont les deux éléments conséquents, consécutifs au système économique. Beaucoup d'écosystèmes sont impactés, avec une perte de biodiversité, des conséquences néfastes. On peut prendre l'exemple de la déforestation, par exemple à Bornéo, et si vous le voulez, vous installez Mesurim, il est gratuit en ligne, et vous pouvez, sur le site globalforestwatch.org, vous pouvez aller récupérer des images satellites et les processer, les modifier avec Mesurim pour faire des calculs de surface déforestée. Voilà la carte de la production de l'huile de palme dans le monde. Alors de plus en plus, on est en zone tropicale, Brésil augmente énormément, mais c'est principalement effectivement en Indonésie, le premier producteur. C'est pas grand-chose par rapport à la première production mondiale. Je vous donne un indice. Cocorico, la Picardie, c'est effectivement le sucre, le sucre qui est la première plante cultivée en surface dans le monde. Donc on parle en betterave ou canne à sucre. Voilà. Donc le sucre, on en met partout. Bon, je crois que c'est inutile de vous préciser, après avoir évoqué le diabète, que c'est pas forcément un aliment parfait pour tout. La diversité des systèmes écosystémiques et leur valeur économique, on peut aussi l'entrevoir avec l'exemple de la forêt, cet exemple filé pour ce cours. Donc si je prends du bois, il y a le déroulage, les emballages, les panneaux pour faire de l'ameublement, la pâte à papier, le bois à brûler, le bois pour faire de la menuiserie, le bois de construction, et puis évidemment la forêt c'est aussi un lieu culturel, un lieu de récolte de plantes, de baies, de champignons, et j'espère bientôt pouvoir vous emmener en forêt, éventuellement pour le goûter de fin d'année. Je vous en parlerai bientôt. Les règles de confinement de déconfinement vont s'assouplir, mais de toute façon, il faudra qu'on fasse ça dans les règles, évidemment. Alors l'humanité tire un grand bénéfice de différentes fonctions assurées par les écosystèmes. Approvisionnement, donc bois, pollinisation, fruits, graines, régulation, les écosystèmes contribuent à la dépollution de l'air, de l'eau, des sols, lutte contre l'érosion, lutte contre les ravageurs, etc., recyclage de la matière, cycle du carbone, et des éléments de culture, des éléments de valeur patrimoniale, des éléments de valeur culturelle, des éléments de loisirs. Une forêt peut être vue comme un lieu, un espace culturel, un espace de loisirs. C'est aussi un espace de santé, grâce à par exemple, le recyclage et la dépollution de l'air. Rafraîchit l'air, limite le réchauffement climatique. Si c'est une forêt assez jeune, c'est un puits de carbone. Et puis, potentiellement, dans une forêt, comme dans d'autres écosystèmes, il y a des molécules médicaments qui vont pouvoir être découvertes dans ces écosystèmes. Donc des ingénieurs, depuis les années 70, donnent une valeur marchande, une valeur financière à la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la monétarisation. Et aujourd'hui, il est intéressant pour vous, en tant que scientifique, d'envisager les écosystèmes, la gestion des écosystèmes de façon scientifique et durable. Et je vous expliquerai dans quelques instants qu'il faut aussi changer notre fusil d'épaule par rapport à un regard financier de notre environnement. Alors qu'est-ce que l'on a comme stratégie en France, notamment pour la protection de l'environnement, de prévention des perturbations? On a des offices comme l'ONF, des offices comme l'Office national de la biodiversité, des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux, nationaux, qui mènent des actions de protection et de prévention. Avec par exemple la police de l'environnement qui va verbaliser des contrevenants, des gens qui font des décharges sauvages. Voilà. On a des stratégies de réparation des écosystèmes, avec par exemple ici un ensemble de stratégies
d'ingénierie forestière pour aider la résilience. Donc on va créer des successions, on va placer des espèces, on va replacer des espèces d'arbres indigènes, des espèces des espèces animales qui vont contribuer à la dispersion des graines. On va travailler sur le réseau trophique, on va améliorer l'accessibilité aux nutriments, par exemple en ajoutant des mycorhizes. On va dépolluer le sol, et ça peut être assez impressionnant avec des grandes, soit des grands systèmes de dépollution du sol, soit simplement en plaçant des plantes qui ont la capacité d'accumuler du zinc, du cadmium, et on récupère ces plantes après. Et puis on a des stratégies de compensation comme des écoponts. Vous savez que les autoroutes sont vraiment des grandes coupures, des grandes incisions dans les écosystèmes naturels que sont les prairies, que sont les forêts, et les espèces ont du mal à passer de l'un à l'autre et on se retrouve avec des écosystèmes qui sont fractionnés, et donc on peut construire ici des écoponts qui sont jolis, mais finalement est-ce qu'ils vont compenser les impacts? Ça, c'est pas certain. La connaissance scientifique des écosystèmes peut permettre une gestion rationnelle des ressources exploitables, assurer à la fois l'activité économique et un maintien des services écosystémiques. Donc c'est l'ingénierie écologique qui permet finalement d'exploiter les écosystèmes, de les réparer et de les exploiter de façon durable. Ça, c'est ce que nous dit le programme. On pourra discuter les limites de cette affirmation. Si vous ne pensez pas faire le DM7 avec Mesurim sur la déforestation de Bornéo, vous pouvez faire ce DM7' sur la conservation de la biodiversité au parc de Yellowstone aux États-Unis. Donc il est ici. C'est le Magnard, page 238. Et puis finalement, en bilan de ce chapitre, on va essayer de prendre un petit peu de recul. Donc on a des stratégies politiques et économiques pour parfois se donner bonne conscience, se verdir, c'est-à-dire se donner une couleur écologique, écolo, mais les impacts ne sont pas toujours réellement compensés. Le défi pour vous, jeune génération, c'est de changer de cadre de pensée monétarisé. Alors, je ne parle pas forcément pour vous, auditeurs, vous, mes élèves à moi, mais je pense que c'est assez fréquemment répandu que l'argent est le nouveau Dieu. Et cette pensée, ce cadre de pensée monétarisé qui donne une valeur aux écosystèmes, aux éléments des écosystèmes, mais qui ne prend pas véritablement en compte les interactions. Tout n'est pas estimable monétairement. La vie, pour moi, n'est pas estimable intrinsèquement, c'est-à-dire fondamentalement, on ne peut pas donner une valeur en dollars à un arbre. Les citadins, pendant la crise, ont découvert des chants d'oiseaux, et est-ce qu'on change ou est-ce qu'on reste dans la même logique économique du business as usual? Ça, c'est aux citoyens dont vous faites partie de prendre leurs responsabilités. Pour ce chapitre 15, le dernier chapitre de l'année, je vous propose ce schéma que j'ai trouvé sur Internet, qui est tiré du Millennium Ecosystem Assessment et qui donne un résumé des types de services écosystémiques, qui donne un impact sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes, le bien-être et disons un regard global avec le changement climatique possible. En bilan, les écosystèmes et l'humanité, les services écosystémiques, la gestion. Donc, ce sont toutes les notions que je vous ai évoquées ici. La notion de modification des biotopes de façon locale ou globale, la notion de service d'approvisionnement, de régulation et puis de culture, service écosystémique, la notion de service écosystémique sanitaire également, là elle a pris une importance majeure depuis 3 mois. Et puis, cette gestion des ressources exploitables, gestion rationnelle, qui est très difficile. On marche sur un fil, c'est très complexe, mais de toute façon, il n'y a pas de solution simple aux problèmes complexes. Et vous allez le découvrir au cours de vos études si vous partez en ingénierie ou en technique
éco, agro, voilà. Fin du cours, la semaine prochaine des révisions pour ceux qui poursuivent la spécialité SVT en terminale parce que ce trimestre a été très perturbé. On va proposer quelques scénarios possibles pour la terminale. Je vous donnerai également, pour ceux qui le veulent, un lien vers une prépa virtuelle aux études de santé ou alors on fera des visios. Hein, pour ceux qui veulent faire des études de santé, je vous proposerai quelques exercices, ce ne sera pas pour tout le monde. Et puis quelques méthodes surtout pour préparer médecine. Enfin, un tour d'horizon des formations post-bac utilisant les SVT, c'est aussi une possibilité si vous le désirez. Et puis un goûter de fin d'année, un peu de teasing, restez pas loin, je vous donnerai les infos dès que ce sera réalisable au niveau de la logistique. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, une bonne semaine, et je vous retrouve soit mercredi, soit jeudi prochain. À très vite, et puis d'ici là, on se retrouve sur le NT et sur la messagerie académique. À bientôt.